Et finalement, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité pour ce soir, M. Ahmed Laïthi Nassif, qui est expert en développement économique. Bonsoir, M. Ahmed. Merci bien d'assister avec nous à une édition très spéciale de Direct, avec également une journée très spéciale pour le monde. On est en train de suivre sur les écrans, avec les heures locales de chaque pays à travers le monde, donc la cérémonie d'investiture du 46e président des États-Unis, le président démocrate, comme je l'ai présenté tout à l'heure, 78 ans, Joe Biden ou Joseph Robinette Biden. On se demande tous, bien sûr, ce qui s'était passé lors de l'ère Trump. Trump, aujourd'hui, le président sortant, s'est envolé vers la Floride. Il a boudé la cérémonie d'investiture, mais le plus important, comment vous avez vu la victoire de Joe Biden, et notamment aussi avec une vice-présidente pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, une femme, Kamala Harris. Ben, il y a pas mal de premières dans cette inauguration, si vous voulez. Ça a tout commencé avec ce qui s'est passé le 6 janvier. Donc, pour la première fois dans l'histoire américaine, pour presque 3 siècles maintenant, c'est la première fois qu'on voit de violence contre, disons, le temple de la démocratie, comme ils les appellent, le Capitole. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très choquant pour les Américains et pour le reste du monde. Personne n'est exactement sûr, c'était comment, qui est-ce qui l'a fait, est-ce que c'était vraiment le discours du président Trump qui a vraiment bougé les choses, mais fin de compte, ce qui s'est passé, c'est vraiment se passer. Et les Américains surtout ne croyaient pas leurs yeux, qu'est-ce qu'ils étaient en train de voir. Donc là, le Capitole, Washington DC, est maintenant en train de subir des mesures de sécurité que je ne pense pas qu'elle a subies depuis la guerre civile américaine. Et donc ça, c'est un changement énorme, c'est quelque chose de très, très, très spécial. Le fait que le président sortant n'a pas assisté aux cérémonies, ce n'est pas la première fois qu'il se passe dans l'histoire de l'Amérique, si je ne me trompe pas, c'est ou la 4e ou la 5e fois. Mais ce qui est très intéressant, il est sorti un peu, disons, fâché. Et maintenant, je viens de lire quelque chose qu'il a l'intention de former un nouveau parti en Amérique. Ce n'est pas aussi la première fois que quelqu'un essaye de faire un 3e parti en Amérique. Comme on le connaît tous, on a 2 partis principaux, ils sont plus ou moins égaux, les démocrates et les républicains. Ça a été fait il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas, il y a presque une vingtaine d'années. Ils ont essayé de... son nom est Ross, si je ne me trompe pas. Il a commencé un 3e parti. Mais la chose qui est très intéressante, c'est la façon avec laquelle le président Trump essaye de faire ça. Parce que la dernière fois, ils étaient en train d'essayer de former un parti, un 3e parti, et puis chercher à embaucher les gens pour le supporter. Là, ça va être un peu le contraire. Déjà, le président sortant a une bonne... base de supporters, presque 75 millions, 76 ont voté pour lui. Il a beaucoup de partisans, oui. Donc, si jamais il va commencer une nouvelle partie, ça risque de prendre, même s'il prend la moitié de ses supporters, si vous voulez, ça risque vraiment de gêner le parti républicain comme il n'a jamais été dérangé dans son histoire. Les dossiers qui attendent donc Joe Biden, malgré, on ne critique pas bien sûr, mais on essaie d'évoquer un peu, on n'a toujours pas vu ou eu des preuves concernant ces promesses. On les a entendues, les promesses de Joe Biden lors bien sûr de la course à la présidentielle avec Donald Trump. Mais aujourd'hui, on regarde un des premiers défis dont il avait évoqué, qui concerne le changement climatique, et que les États-Unis vont une nouvelle fois retourner, bien sûr, sur l'accord de Paris concernant le changement climatique. Qu'attend-on des États-Unis en ce sens? Pour commencer avec, je pense qu'il est dans une position maintenant que on a tourné la page des républicains et de Trump. Maintenant, comme les Américains disent, il doit faire face à la musique. Donc, la plus grande
défi qu'il a aujourd'hui devant lui, directement, c'est le Covid-19. Il vient de annoncer en Amérique qu'ils ont dépassé le chiffre de 400 000 morts. Oui. C'est énorme, c'est énorme. Et il était en train de critiquer très agressivement le système de distribution de la vaccine contre Covid. Donc, lui, il a listé ce que les présidents américains, normalement, ils ont ce qu'ils appellent les défis de 100 premiers jours. Okay? Et il a listé 3 ou 4 défis. La première, ce qu'il a cité, c'était le Covid-19, ou la distribution du vaccin. Les chiffres suggèrent que de 30 millions vaccins présents, ils ont pu seulement vacciner, si je ne me trompe pas, presque 10% de ce chiffre. Oui. D'accord. On va s'arrêter quelques instants, Monsieur Ahmed. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne avec nous Dr Cherif Amir. Dr Cherif. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Vous êtes professeur de Relations internationales à l'Université de Paris. Bonsoir, Dr Cherif. Bonsoir. Dr Cherif, bien sûr, à notre heure locale, vous avez suivi certainement la cérémonie d'investiture de Joe Biden, le 46e président des États-Unis, le démocrate Joe Biden aujourd'hui. Comment vous évaluez jusqu'à maintenant cette cérémonie d'investiture et comment a-t-il prêté serment? Écoutez, bizarrement, encore jusqu'à les dernières minutes, c'est le président, son prédécesseur, président Donald Trump, qui a encore les médias autour de lui. Et ça, c'est quelque chose de significatif. Et il y a encore l'homme qui a pris toute l'attention aujourd'hui. On sait que les circonstances où il y a eu aujourd'hui l'inauguration, elle est très tendue. L'investiture, elle est passée dans le calme, pas comme les festivités que les 45 présidents avant avaient. Le 46e président est différent, bien sûr. C'était comme prévu, Dr Cherif, notamment à cause des derniers incidents, des mesures de sécurité draconiennes, également avec le coronavirus, la pandémie. Bien sûr, il y a ces deux facteurs, mais ce qui est inquiétant plus que le Covid-19, c'est qu'il y a une division très dure au sein de la société américaine, au sein des hommes politiques américains. On a entendu hier même qu'il y a eu des appels des démocrates à essayer, ils ont demandé que les gardes nationales qui sont déployées, les 25 000, qu'il y aura le FBI, soient présents pour vérifier que certains ne seront pas parmi eux pro-Trump. C'est très, très grave dans l'histoire américaine qu'on est arrivé à ce point-là, de peur qu'il y aura un assassinat. Alors, je crois que cette inauguration, cette investiture, va marquer aujourd'hui une nouvelle ère politique américaine, pas sur le niveau international, mais pour la première fois sur le niveau national, interne. Le président Trump, je crois que c'est pas fini. Je crois qu'il va essayer de rallier les gens autour de lui, parce que Joe Biden, on sait tous que sa faculté de santé, elle est un peu fragile, et il faut jouer sur cette carte. Je crois que le président Trump aussi a encore des batailles, parce que les démocrates veulent qu'il soit soumis à l'interrogation et peut-être interdit d'exercer tous les droits politiques. Est-ce que ça sera ce but sera réalisé, oui ou non? On ne sait pas. Mais une seule chose que je peux le dire, aujourd'hui, c'est l'investiture du 46e président, et c'est aussi le début d'un schisme très grave au sein des États-Unis. D'accord, merci beaucoup, Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Paris. Merci de votre intervention. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Comme vous l'avez donc, enfin, en complément, comme vous l'avez cité, vous avez juste parlé d'une probabilité une formation d'un troisième parti que Donald Trump essaierait donc de former. D'accord. Une question avant de suivre un compte rendu sur qui est Joe Biden. Je préfère aussi entamer avec l'économie américaine. L'économie américaine, est-ce que
Joe Biden sera-t-il capable de revenir à l'économie d'avant Covid-19 ou pas? C'est ça les deux défis principaux que Joe Biden a. Ouais. L'économie et le Covid. Donc le Covid, il est en train d'essayer de faire pas mal de choses, surtout mettre l'armée, ce qui n'est pas très habituel en Amérique, de mettre l'armée en charge de la distribution de vaccins. La deuxième défi qu'il a contre lui, c'est le défi économique. Et là, c'est très important de comprendre les axes principaux de l'économie américaine, parce que l'économie américaine est un peu différente des systèmes de l'économie en Europe. L'économie américaine tourne au maximum sur ce qu'on appelle les sociétés moyennes. Okay? Ce sont les business qu'on a, les petits restos, les petits magasins, et tout ça ont été touchés terriblement par le Covid. Ce que Trump avait fait, et ça c'est très républicain aussi, quand il a fait il a annulé l'Obamacare. Ça, c'est le nouveau médical. Mais ils sont en train de faire des systèmes ou des lancements de simulation pour l'économie. Ce que Trump a fait, il s'est focalisé avec son système de simulation de l'économie pour les multinationales, les grandes sociétés. Et c'est pour cela, si jamais on regarde, et c'est très important de garder ça en tête, si jamais on regarde les indices, les Dow Jones, les trucs, on va les prendre, on va les voir dans la bonne direction. C'est comme ils sont en train de croître. Mais la vérité de l'économie américaine, c'est exactement le contraire, parce que les républicains n'ont pas bien géré cette base moyenne de l'économie en Amérique. Et c'est ça qu'il est en train de planifier de faire. Et je pense absolument. Et je pense, si je ne me trompe pas, le chiffre, c'est des trillions de dollars qu'il va dans les quelques jours qui viennent, qui va lancer comme un bouquet de simulation pour l'économie. Et ça, c'est très, très important. Sinon, l'économie américaine est en un très grand risque de rentrer dans une phase très mauvaise. Comment ça va se passer, c'est notre histoire, plusieurs scénarios, mais ça va être une phase de faiblesse énorme. D'accord. Allez, on s'arrête quelques instants et suivons donc le portrait de Joseph Robinette Biden, 78 ans, 46e président des États-Unis. Joseph Robinette Biden, dit Joe Biden, né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie, est un homme d'État américain. Il est président des États-Unis de 2009 à 2017. Il est élu président des États-Unis lors de l'élection présidentielle de 2020. Sénateur fédéral pour le Delaware de 1973 à 2009, considéré comme appartenant à l'aile droite du Parti démocrate, préside le comité judiciaire et criminel de la Chambre haute du Congrès de 1987 à 1995. Il est également à la tête à 2 reprises entre 2001 et 2009 du comité des affaires étrangères du Sénat. Candidat sans succès aux primaires démocrates en vue des élections présidentielles de 1988 et à nouveau en 2008, il est choisi par Barack Obama pour être son candidat à la vice-présidence des États-Unis pour l'élection de 2008. Élu avec celui-ci puis réélu en 2012, il est le premier vice-président catholique dans l'histoire américaine. En 2020, il remporte les primaires présidentielles démocrates grâce au retrait de Bernie Sanders et choisit Kamala Harris comme candidate à la vice-présidence. À l'issue de l'élection présidentielle, après quelques jours d'incertitude, les médias l'annoncent élu. Joe Biden est ainsi officiellement élu président des États-Unis par 306 grands électeurs à 232. Il deviendra à 78 ans le président le plus âgé à entrer à la Maison-Blanche. Joe Biden était membre du conseil du comté de Newcastle de 1970 à 1972. En novembre 1972, il était élu au Sénat des États-Unis sous l'étiquette du Parti démocrate. À l'âge de 29 ans, il est devenu le 5e plus jeune sénateur de l'histoire.
Après les attentats du 11 septembre 2001, en tant que président du comité des affaires étrangères du Sénat, il était le premier élu américain à se rendre en Afghanistan en janvier 2002, après la chute des talibans. En 2003, Biden a refusé d'être candidat aux primaires démocrates malgré les sollicitations de son camp. 20 ans après sa première tentative, il a été de nouveau candidat en vue de l'élection présidentielle de 2008. Le 4 novembre 2008, il est élu vice-président des États-Unis. Joe Biden est devenu le 47e vice-président des États-Unis le 20 janvier 2009. Le 6 novembre 2012, il est réélu vice-président. Le 21 octobre 2015, 5 mois après la mort de son fils Beau, et malgré un certain suspense, il a annoncé sa décision de ne pas se présenter à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2016. Il a présenté ses excuses au nom de son pays pour les propositions racistes du candidat républicain Donald Trump, affirmant qu'il ne représentait pas ce que la majorité des Américains pensent. Dès 2017, les spéculations sur sa possible candidature en primaire démocrate pour l'élection présidentielle de 2020 se sont multipliées. Et donc, on poursuit nos questions et réponses avec M. Ahmed Douala. Donc, on s'était arrêté sur quelques points concernant l'économie. Maintenant, on entame les principaux dossiers qui attendent Joe Biden à la une, comme il avait lui cité, je pense, de ses priorités, la santé et aussi le dossier migratoire, antiracisme aussi. Il a parlé climat, mais je m'intéresse surtout après l'économie. Les deux points principaux, comme on vient de dire, c'était le Covid suivi par l'économie, et puis il a pas mal de dossiers. Donc, ce que j'ai ici son annonce pour les priorités qu'il a déclarées. Donc, une des choses qui est très importante pour lui, c'est l'idée de le climat, le changement de climat. Comme on sait tous que le président partant a retirer l'Amérique, la participation de l'Amérique dans l'accord de Paris sur l'accord de Paris. Oui. Donc lui, il a toutes les intentions de y revenir, qui veut dire que ça va lui coûter de l'argent, parce que entre ça, il y a des mesures que pas mal de sociétés doivent être forcées à suivre. Et si ces sociétés veulent rester dans la même cadence et le même niveau de production qu'ils ont aujourd'hui, il ne pourra pas faire les deux ensemble. Donc la seule solution de faire ça, que ça va lui coûter encore plus de l'argent. Donc ça va aussi, et c'est pour cela que le président partant n'a pas voulu le faire. C'est pas une question de l'autre ne voulait pas que le climat soit bien ou propre ou quelque chose comme ça. Il n'a pas voulu dépenser l'argent qu'il devait dépenser chez lui pour essayer ces sociétés. Et maintenant, il va être forcé de les faire. Et là, ça va être un point d'interrogation très intéressant. Est-ce qu'il pourrait faire tout ça ensemble? Parce que ce sont des objectifs, si vous voulez, un peu contradictoires. Oui. Okay? Donc, on a ça. Ça, c'est une des priorités qu'il a. Et comme on a dit, voilà, j'ai le chiffre, c'est 1,9 trillion de dollars. C'est beaucoup d'argent. De simulation. Un package de simulation pour l'économie. Pour l'économie, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Absolument. D'accord. Et lui aussi, il a voulu quelque chose d'autre, parce qu'ils ont un système, le système en Amérique est un peu différent que le système en Europe. Pour les étudiants, ils leur donnent des crédits. Donc, normalement, que n'importe quel étudiant à l'université, il doit repayer le gouvernement. Oui. Okay, parce que rien n'est gratuit là-bas. Oui. Et là, ce qu'il veut, c'est d'arrêter le paiement ou la pression sur les nouveaux étudiants, surtout. Ce ne sont pas les étudiants, c'est ceux qui viennent de finir leur étude qu'ils doivent commencer. C'est là, à ce point-là, qu'ils doivent commencer à payer leurs dettes. Et là, il veut mettre une pause
pour quelques années parce qu'il sait très bien que c'est déjà assez difficile de trouver un travail, mais c'est encore plus difficile d'être capable de payer les crédits qu'ils ont. Donc c'est un peu compliqué la situation où il a. D'accord. Monsieur Ahmed, est-ce que jusqu'à maintenant on parle des promesses ou des intentions de Joe Biden? Vous avez parlé de l'économie, vous avez parlé brièvement également économie, ça veut dire santé, l'économie d'avant le Covid-19 des États-Unis, vous avez parlé de ces promesses concernant les étudiants ou le remboursement. On parle toujours dans un cycle économique. Est-ce que les États-Unis financièrement sont-ils prêts? Et vous avez juste affirmé que Donald Trump avait donc laissé les États-Unis se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Sans rentrer dans beaucoup de détails techniques, il y a toujours des choix à faire. Okay? Et ce que je suis en train de citer ici, ce ne sont pas seulement des promesses qu'il a fait sur le podium de publicité électorale, si vous voulez. Ici, il a son plan qui a été affirmé, déclaré par son bureau pour les 100 premiers jours de... son investiture. Oui. Et là, le média va le prendre un par un. Oui. Trois mois, 10 jours plus tard, ils vont prendre un par un. Qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait là? C'est pas seulement les médias, le parti républicain. Et le Congrès. Et ici, honnêtement, il y a des choses qui sont vraiment pas très faciles à faire. Et il va devoir faire des choix qui sont très difficiles. Et les choix qu'il peut, qui vont être les plus difficiles, ce sont les choix qui vont avoir un aftershock sur le futur économique du pays, de l'Amérique. Et les deux autres choses qu'il a citées aussi, c'était dans le cadre général de la séparation entre les races différentes en Amérique, et il a cité ça dans plusieurs occasions, qu'il veut avoir un seul Amérique, que ce soit la couleur ou l'origine des citoyens. Et là, il va arrêter les mesures assez agressives qui ont été faites par son prédécesseur sur le niveau de l'immigration et interdire les visites ou les visas qui viennent des pays, ils ont été nommés islamiques, mais pas tous ces pays sont vraiment des pays islamiques. Mais donc il va un peu relâcher le contrôle qui a été mis en place par son prédécesseur. Est-ce que vous pensez, M. Ahmed, que Joe Biden va-t-il imposer un couvre-feu aux États-Unis à la lumière du chiffre et du nombre alarmant de décès par la pandémie du coronavirus aux États-Unis, à la lumière également de la crise dite, la crise économique que vivent les États-Unis? Deux choses. Je ne sais même pas s'il voulait, il peut le faire, parce que le système de gouvernance américain donne ce genre de pouvoir au chef de chaque État. Mais c'est pas faire un couvre-feu fédéral, ça veut dire sur tous les États. Je pense pas que c'est faisable. Donc ça doit être fait d'un côté et de l'autre. Et je pense que ça va être aussi très très difficile de faire ça lorsqu'il est en train d'essayer de faire la simulation de l'économie, parce que ça part dans le sens contraire. Je pense la direction qu'il va faire, et ça reste à voir, qu'il va essayer d'accélérer la vaccination avec une cadence énorme. Des mesures préventives obligatoires comme le port du masque dans toutes les institutions. Ça, peut-être il pourrait le faire, mais surtout la vaccination. Je pense qu'avec tout l'argent que le pays, les États-Unis ont dépensé sur ça, qu'il va vraiment changer les systèmes pour maximiser le système de vaccination autant qu'il peut. D'accord. Et on s'arrête encore une fois. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Zain El Abidine Hamda, journaliste à Paris. Monsieur Zain, bonsoir. Monsieur Zain El Abidine, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Zain El Abidine Hamda de Paris, est-ce que vous m'entendez?
التليفون. أنا معك يا. Oui, bonsoir. إيه الخط انفصل. No problem. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Zain El Abidine Hamda de Paris? Apparemment, on a perdu l'appel de Paris. Monsieur Zain El Abidine Hamda, journaliste à Paris, qui allait nous mettre donc au courant concernant comment également en France on voit l'investiture de Joe Biden. Malheureusement, on n'a pas pu reprendre l'appel. Donc, monsieur Ahmed, et on revient encore une fois. Donc, on parle toujours de Joe Biden également. Il devra commencer à entreprendre les mesures économiques nécessaires pour une économie équilibrée. Qui ne va pas être très facile étant donné les défis qu'il a à ce point dans le temps. On s'arrête, je pense qu'on a encore une fois l'appel. Monsieur Zain El Abidine Hamda, vous êtes journaliste, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Zain? Bonsoir, je vous entends, oui, marhaba. D'accord, marhaba. Bonsoir, monsieur Zain. Donc, monsieur Zain, Joe Biden, aujourd'hui, le 46e président des États-Unis, le démocrate, 78 ans, a affirmé sur Twitter qu'un jour nouveau se levait aux États-Unis. Comment aujourd'hui en France voit-on donc l'investiture de Joe Biden? Vous m'entendez pas, monsieur Zain El Abidine, apparemment. Monsieur Zain El Abidine Hamda, vous êtes journaliste, est-ce que vous m'entendez? Encore une fois, on a des problèmes apparemment techniques, monsieur Ahmed, je suis vraiment désolée. Voilà, donc on reprend donc les principaux dossiers, monsieur Ahmed. À part ça, je n'ai pas vu personnellement ou lu que va faire Joe Biden dans sa politique étrangère. Honnêtement, je pense comme les Américains disent, sa bouche est assez bloquée. Il a un peu trop devant lui parce que je pense que à ce point-là, la priorité sont, disons, 90% local, ou locaux en Amérique, ça veut dire, domestique si vous voulez. Les dossiers qui sont un peu chauds, c'est l'Iran. Donc l'idée que l'Iran a commencé à faire, s'est retiré plus ou moins de l'accord qu'il y avait à cause des sanctions américaines, ça c'est un peu chaud. Je pense qu'il ne pourra pas le laisser de côté. La Corée également. La Corée, oui, mais c'est pas aussi chaud que l'Iran parce que maintenant on a une petite fenêtre. S'il va gérer l'Iran, peut-être il peut retourner à l'accord, peut-être il peut arrêter les actions nucléaires que l'Iran est en train de faire. La Corée, c'est un peu chronique, si vous voulez, c'est toujours un problème, mais ce n'est pas urgent. Mais il y a une urgence très importante sur le dossier iranien. Et surtout avec ce qui est en train de se passer en Irak aussi. Et l'idée que l'Iran est en train de mettre des points un peu partout autour de Moyen-Orient ou l'Arabie Saoudite. Donc on voit que l'Iran s'engage avec Hezbollah au Liban, s'engage avec en Syrie. Il n'a toujours pas, Joe Biden, ni son secrétaire d'État, son futur secrétaire d'État, ils n'ont toujours pas fait de déclaration en ce sens, mais seulement parlé peut-être du dossier palestinien. Il l'a fait hier, si je ne me trompe pas, mais il n'a pas trop parlé honnêtement sur le truc politique étrangère en général. Politique étrangère. On sait tous que la priorité toujours pour le citoyen américain, c'est vraiment l'économie, ce qui est en train de se passer chez lui. Et lui, il doit adresser actuelle, à travers le monde aussi, la pandémie du coronavirus qui vient paralyser aussi les économies internationales. Et en Amérique, parce que c'est pas normal que l'Amérique soit, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième pays après l'Inde.
si je ne me trompe pas maintenant, et ce n'est pas vraiment en population, c'est tout à fait improportionnel. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi l'Amérique vient de perdre 400 000 personnes. C'est énorme. Énorme. Et surtout, si on met en contexte que peut-être l'Inde n'a pas tous les moyens que l'Amérique a sur le niveau médical. Quand on entend qu'à Los Angeles, on n'a pas assez des oxygènes, ce sont des choses qu'on ne pourrait pas même croire. Donc, je pense qu'il va se focaliser sur les dossiers local chez lui, et il a assez, il en a un peu trop même, mais le seul dossier urgent sur le niveau international, je pense que ça va être l'Iran, parce que ces semaines, ou je ne me dis même pas, c'est mois qui vient, ça peut changer. D'accord. Monsieur Ahmad, une question aussi qui se pose, pourquoi l'élection de Kamala Harris, vice-présidente, a-t-elle suscité beaucoup de réactions à travers le monde en tant que vice-présidente pour Joe Biden? Non seulement, je ne parle pas de couleur ni d'origine indienne, mais pourquoi ce point d'interrogation sur Kamala Harris? Plusieurs dimensions. Il faut commencer avec, on ne peut pas nier qu'elle est la première vice-présidente femme. Et ça, c'est déjà très intéressant. Elle est d'origine asiatique et d'origine africaine en même temps. Mais la chose qui est très importante à regarder, il y a des gens, je ne sais pas, personne ne peut dire ça, mais il y a des gens qui projettent qu'il y a une probabilité importante que peut-être le président ne pourra pas continuer son terme à bout. Donc, lui, normalement, il a 78 ans. Donc, si tout se passe bien, il va quitter le bureau à 82. Et il y a des gens qui parient que, vraiment, il ne va pas avoir le temps sur le niveau santé ou n'importe quelle autre raison. Et là, dans le système américain, elle va devenir présidente automatiquement. Et c'est pour cela. Et il y a une probabilité importante. Donc, c'est pas seulement qu'elle est une vice-présidente, la première femme, première d'origine asiatique, première d'origine africaine, mais aussi il y a une probabilité importante qu'elle peut devenir présidente. Et là, ça devient de plus en plus une personne que tout le monde peut se focaliser sur. Et pourquoi donc Joe Biden s'est-il présenté à la course présidentielle? Il n'a fait que de la politique pendant un demi-siècle, sénateur, vice-président également des États-Unis. Ça, c'était l'argument que le président partant a utilisé contre lui. Tu étais à 47 ans, tu n'as pas fait grand-chose, et maintenant que ça, c'est l'argument qui a été utilisé. Mais écoutez, le système américain, lui, quand il s'est présenté, il n'était pas le seul. Il était... je pense qu'il y avait 14 candidats de la part du Parti démocrate. Mais en dernier temps, il y a Bernie Sanders qui s'est retiré de la course. Il ne restait plus que Bernie Sanders n'aurait jamais, mais on ne veut pas tourner cette page pour discussion de politique interne, mais Bernie Sanders était un peu trop dans la direction gauche, si vous voulez. Il était presque socialiste. Et je pense que quand Obama l'a convaincu de laisser passer, quand il était contre Hillary Clinton, je pense que là qu'il a perdu son chance pour une fois et pour toutes pour devenir un candidat pour la présidence. Et donc lui, sur 14 candidats, c'est lui qui a gagné. Et donc c'est pour cela que c'est normal que lui, il est dans sa place aujourd'hui. Mais ce qu'on raconte ici, c'est pas un secret. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît son âge. Et de là, l'importance ou le focus qu'on a aujourd'hui sur la vice-présidente, parce que je pense qu'elle a une probabilité beaucoup plus importante de n'importe quel autre vice-président de devenir président. D'accord, et pour une troisième fois, on s'arrête, Monsieur Ahmad, pour quelques instants, suivre donc notre dernier compte rendu pour aujourd'hui qui nous est préparé et présenté par notre collègue Sarah Al-Marabi et les détails de la cérémonie de l'investiture de Joe Biden, 46e président des États-Unis, ce président démocrate.
Quelques heures avant la prestation de serment, le président élu des États-Unis, Joe Biden, a affirmé aujourd'hui sur Twitter qu'un jour nouveau se levait sur l'Amérique. Nous n'avons pas une seconde à perdre pour faire face aux crises auxquelles nous sommes confrontés, a-t-il prévenu mardi soir. La journée d'aujourd'hui restera dans les livres d'histoire, en particulier en raison de l'accession pour la première fois d'une femme à la vice-présidence de la première puissance mondiale. Kamala Harris, âgée de 56 ans, deviendra aussi la première personne noire et d'origine indienne à occuper cette fonction. Après un demi-siècle en politique, Joe Biden entend marquer dès le premier jour le contraste, sur le fond comme sur la forme, avec l'ex-homme d'affaires de New York, Donald Trump. Image symbolique pour la réconciliation et le rassemblement qu'il entend incarner. Il a assisté ce matin, au moment où son prédécesseur s'envolait pour la Floride, à une messe à la cathédrale Saint-Matthieu de Washington, accompagné des chefs démocrates et républicains du Congrès. Dès aujourd'hui, il prendra 17 décisions présidentielles pour revenir sur les mesures phares de l'ère Trump, en engageant notamment le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Face au Covid-19, le président signera un décret pour rendre obligatoire le port du masque dans les bâtiments fédéraux, appelant aussi tous les Américains à l'endosser pendant 100 jours. Les mesures de sécurité de cette journée sont exceptionnelles. Quelques 25 000 soldats de la garde nationale et des milliers de policiers venus de tout le pays sont déployés. Et de retour, chers téléspectateurs, avec M. Ahmed Nassif. Voilà donc, M. Ahmed, à quoi s'attend-on premièrement de Joe Biden demain? Aujourd'hui, la cérémonie est presque terminée, cérémonie de son investiture, en présence de son épouse, bien sûr, et de la vice-présidente. Premier lieu, à quoi s'attend-on pour 2021 de la part de Joe Biden? Il a pas mal de choses sur son plat, donc on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais j'espère qu'il va se focaliser sur le contrôle des mesures préventatives pour le Covid-19, parce que c'est essentiel à ce point, après 400 000 morts, qu'il fait un changement. Et lui, il était très sévère. C'était ça, plus ou moins, la dimension où disons, la frontière où le président Trump a vraiment perdu. Okay? Donc, c'est très important maintenant que lui, il démontre qu'il peut faire mieux. Parce que sinon, toute la proposition démocratique, elle tombe. Hein? Parce que c'est là où le président Trump a très bien fait sur pas mal des frontières, si vous voulez, mais c'est là où vraiment il a échoué et c'est là où les démocrates ont pu l'attaquer et il n'a pas pu se défendre. Donc c'est très important qu'il démontre qu'il a une solution. Et ce n'est pas seulement qu'il était des paroles vides, qu'il était en train de critiquer son adversaire. Donc ça reste à voir. Je m'arrête sur une phrase de Donald Trump avant de clôturer l'émission, malheureusement. Donald Trump avait également affirmé qu'il devrait être remercié pour ne pas avoir déclenché de guerre durant son mandat. Aujourd'hui, la guerre est plutôt biologique entre les grandes puissances et non pas, à votre avis, ou plutôt, ce n'est pas l'ère de la guerre de l'Irak ou de l'Afghanistan, mais Joe Biden n'a toujours pas également décrit les principales lignes de la politique étrangère, mais une phrase de Donald Trump également. Remerciez-moi pour ne pas avoir déclenché de guerre durant mon mandat. C'est tout à fait vrai. C'est un des présidents rares qu'il n'a pas son guerre, si vous voulez. Chaque président, normalement, il a une guerre. Et on les connaît tous, c'est pas la peine de le répéter, mais président Trump, il a fait le contraire, il était en train de faire entrer les troupeaux américains en Amérique. Et peut-être que ça n'a pas plu à tout le monde, parce qu'il y a des milliards et des milliards qui n'ont pas été dépensés sur
la défense et les armes à cause qu'il n'a pas commencé une guerre. Il n'y a jamais un président qui a annoncé une guerre avant qu'il a commencé. Donc, on espère qu'on n'a pas une autre guerre, mais ça reste à voir parce que ça, c'est pas quelque chose qui est annoncé. D'accord. Monsieur Ahmed Al-Laythi Nassef, vous êtes analyste politique et économique, vous êtes également expert en développement de l'économie. Merci beaucoup d'avoir assisté avec nous à cette édition de Direct aujourd'hui. Merci. Voilà, donc on a toujours beaucoup de choses à suivre et on souhaite également une très bonne chance à l'administration de Joe Biden. Félicitations donc aux États-Unis, très bonne chance pour ce 46e président de la plus grande puissance mondiale. On s'attend donc à plus de détails concernant les dossiers épineux qui attendent Joe Biden également sa politique étrangère. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de Direct. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.